Manchester City, Paris Saint-Germain, ça va être le grand duel de cette fin de Ligue des Champions. Et donc c'est vrai qu'on va s'intéresser là à qui appartient finalement ces deux clubs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Manchester City, ça a été racheté en 2008 à l'initiative du Cheikh Mansour, qui est un membre influent de la famille royale d'Abu Dhabi, qui est le demi-frère de l'actuel président des Émirats Arabes Unis. Et depuis 2019, il est ministre des Affaires présidentielles de ces Émirats. Donc lui, c'est un personnage qui est féru de sport. Il va créer en 2008 la société de capital d'investissement Abu Dhabi United Group. Et ça va permettre de faciliter notamment l'achat de Manchester City. Et donc, il va dépenser pas loin de 210 millions de livres sterling pour acquérir le club en 2008, avec l'objectif bien sûr d'en faire un grand club anglais et un grand club d'Europe. Donc il va très vite investir des sommes conséquentes, hein. On pense notamment au transfert de Robinho pour 32 millions de livres, mais après il y a d'autres grands joueurs qui vont suivre, notamment Carlos Tevez ou Emmanuel Adebayor. Et tous ces investissements, ça va permettre du coup au club de gagner ses premiers titres, notamment il y a une FA Cup en 2011, et puis aussi en 2012 il y a le premier titre du championnat d'Angleterre. Donc là c'est vrai que la presse est assez tire à boulet rouge sur Manchester City, qui est le Cheikh Mansour est notamment accusé d'avoir entre guillemets acheté ce titre pour 1 milliard de livres sterling. Et ce modèle économique de Manchester City avec beaucoup de dépenses va être mis à l'amende en 2014, notamment avec la mise en place du fair play financier au niveau de l'UEFA. Et donc voilà, et depuis Manchester City s'est un peu développé au niveau de ses investissements, puisqu'il a créé le City Football Group, histoire d'avoir une multinationale du football présente sur différents territoires, ce qui va lui permettre de limiter ses coûts, d'avoir entre guillemets une marque par continent ou par pays, et aussi d'investir sur des jeunes joueurs dans d'autres pays pour ainsi alimenter le club phare du City Football Group, qui est avant tout Manchester City. Pour le cas du Paris Saint-Germain, lui il a été racheté en 2011, il a été racheté par le fonds souverain du Qatar, Qatar Investment Authority, pour 70 millions d'euros. Donc là c'est un prix, on voit, un peu moins conséquent que Manchester City. Donc ce fonds, il acquiert 70% des parts du club via sa filiale Qatar Sport Investments. Et là dans ce cas-là, c'est un peu différent du cas de Manchester City, qui a été racheté par un seul homme, et qui après vont finalement, le City Football Group et Manchester City vont s'inscrire dans une stratégie un peu plus globale pour les Émirats Arabes Unis. Mais là, ce qui a été fait avec le Paris Saint-Germain, c'est que ce rachat directement s'inscrivait dans une stratégie globale du Qatar, qui est d'exister grâce au sport, parce que le Qatar c'est un petit pays qui est dans le golfe Persique, et donc pour exister ils ont choisi depuis les années 90 la voie du sport notamment. Plusieurs raisons à cela. Il y a le grand rival de la région qui est l'Arabie Saoudite, et donc pour exister face à un grand territoire comme celui-là, il y a ce vecteur du sport qui peut être une bonne solution, en sachant que le sport peut avoir un effet important au niveau du nation branding, c'est-à-dire que de rendre la marque du pays Qatar plus positive aux yeux du monde. Et donc il y a cette logique-là qui est faite depuis les années 90, et ça s'est fait notamment en investissant grandement dans le sport. Donc il y a eu l'attribution de la Coupe du Monde 2022 qui a été faite en 2010, puis après il y a ce rachat du PSG avec l'idée d'en faire une marque football internationale, et aussi d'associer le Qatar avec la ville de Paris, qui est la ville la plus visitée au monde. Et enfin il y a aussi cette idée que grâce au sport ça puisse permettre d'attirer des investisseurs étrangers, et ainsi d'enclencher un nouveau dynamisme au niveau de l'économie du pays, qui repose essentiellement sur les ressources fossiles, notamment le gaz. Et donc en 10 ans, grâce aux investissements qataris, le PSG c'est devenu l'une des plus grandes marques de football, donc avec près de 75 millions de fans à travers le monde, et notamment avec des investissements conséquents. On pense notamment à Neymar ou Kylian Mbappé, stars internationales, qui permettent de faire grandir cette marque, puisque eux aussi ils ont de nombreux followers et de nombreux fans, et donc ça représentait un investissement de 422 millions d'euros à eux deux, pour toujours plus en gagner en notoriété, en sachant que le pays du Golfe a aussi investi dans le football d'une autre manière, que le Qatar a investi dans le football aussi d'une autre manière, notamment grâce à son groupe de chaînes sportives beIN Media Group, créé lui aussi en 2011, avec l'idée effectivement d'être présent sur tous les continents et de pouvoir diffuser du football et associer le football à l'image du Qatar. Donc les liens entre le Qatar et Paris, ils ont commencé en 2011, comme j'ai pu précédemment le dire, avec le fonds souverain qatari, qui est à l'origine du rachat du Paris Saint-Germain en 2011 pour 70 millions d'euros. Et là, l'objectif affiché, c'était d'être directement champion de France, et ensuite de gagner la Ligue des Champions d'ici 5 ans. Donc c'est pour ça que le Qatar a investi de manière importante dès le début. On pense notamment aussi après un peu plus sur le long terme, avec l'achat de Zlatan Ibrahimovic,
Abramovich pour inscrire le PSG comme un grand club d'Europe et pour gagner directement cette compétition. Il y a eu beaucoup d'échecs et ça n'a pas forcément marché tout de suite. Donc il est vrai que le Qatar a mis les bouchées doubles en 2017, notamment en achetant le duo Kylian Mbappé et Neymar pour plus de 422 millions d'euros. Donc deux stars internationales qui pouvaient lui permettre de passer un palier, mais aussi qui pouvaient lui permettre de gagner en notoriété au niveau mondial, puisque c'est des stars, surtout pour Neymar, qui avaient plus de followers ou de fans que le club en lui-même. Donc ça permettait de mettre le PSG sur un autre standing. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 2017, cet achat, il avait aussi, on va dire, un but un peu diplomatique pour le Qatar, puisque le Qatar en 2017, il subissait un blocus de la part de son voisin et rival, l'Arabie Saoudite. Donc il y avait une situation de crise dans le Golfe Persique. Et donc c'était aussi une manière pour le Qatar de frapper un grand coup sur la planète football. C'était une manière de se montrer aux yeux du monde et de ne pas être trop isolé avec ce blocus qui aurait pu le mettre en difficulté économique. Donc aujourd'hui, le Qatar investit environ près de 1,5 milliard d'euros depuis 2011 dans le club. Donc ce qui a permis au PSG de devenir un top club européen, d'être l'un des clubs, d'être dans le top 5 des clubs le plus riche au monde. Et le projet Ligue des Champions commence à se concrétiser, à avancer, puisque le PSG est finaliste de la dernière Ligue des Champions et qu'il est en bonne voie pour encore remporter cette édition. Et c'est vrai que cette Ligue des Champions, ce projet-là, il a mis du temps à arriver. On voit que d'autres clubs comme Manchester City n'y sont pas parvenus alors qu'ils ont commencé depuis plus longtemps. Et c'est vrai que ces échecs-là, ça avait, entre guillemets, fait planer les rumeurs que le Qatar ne voulait plus investir dans le club. Mais en tout cas, pour l'instant, le Qatar continue de suivre le PSG, même s'il est vrai que le poids économique du Qatar et de ses sponsors est de moins important au PSG, ce qui fait que la machine roule un peu plus toute seule, et donc ça pèse un peu moins sur les finances du Qatar. Après, tout en sachant que la grande échéance du Qatar sur la scène sportive, c'est sa Coupe du Monde 2022, et le PSG va prendre toute sa part, je pense, dans la promotion de cette Coupe du Monde. Et puis on pense surtout que cette Coupe du Monde est notamment décriée, critiquée et boycottée, et donc le PSG, avec ses stars internationales et puis avec l'aura qu'a acquis le club au fil des ans, sera un partenaire de choix pour faire de cette Coupe du Monde au Qatar le grand moment de ce pays, pour qu'il existe pleinement aux yeux du monde, et surtout que cette Coupe du Monde permette au Qatar d'en sortir avec une image extrêmement positive, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Donc ensuite, pour ce qui est des liens entre Manchester City et les Émirats Arabes Unis et surtout la ville d'Abu Dhabi, c'est un petit peu différent, puisque comme nous avons pu le voir, c'est le Sheikh Mansour qui est carrément, c'est l'histoire d'un seul homme qui est à l'initiative du rachat de Manchester City en 2008, puisqu'il avait créé une société holding pour acheter ce club à environ 210 millions de livres sterling à l'époque. Et puis désormais, ce club est détenu par le City Football Group. Donc le City Football Group, entre guillemets, c'est la société holding qui a été créé en 2014 pour faire évoluer le modèle économique de Manchester City. Et donc là, l'idée, c'est de créer, via le City Football Group, une multinationale du football, donc avec différents clubs de par le monde. Donc on sait qu'il y en a à New York, aux États-Unis à New York, en Australie à Melbourne, et puis le dernier achat, c'est à Troyes en France. Et donc il y a un réseau de 10 clubs de par le monde, avec cette idée de renforcer le club phare du City Football Group, qui est Manchester City. Donc voilà, donc il y a eu de nombreux investissements dans ce club. On comptabilise environ, en 2018, il y avait 1,8 milliard d'euros qui avaient été investis sur le marché des transferts, sans compter les investissements des marchés de transferts suivants. Et puis aussi, Manchester City a beaucoup investi au niveau de la ville de Manchester, au niveau du quartier autour du club, pour vraiment avoir un lien direct avec les fans et pour intégrer véritablement ce projet dans la ville, pour se faire accepter là-bas et faire un projet qui ne soit pas bâti sur rien du tout. Donc c'est vrai que le City Football Group maintenant pèse un poids important, il pèse plus de 5 milliards d'euros, donc c'est vraiment le modèle de la multinationale du football qui est souvent mis en avant. C'est un acteur majeur du football, et donc de par son poids économique, il joue désormais un rôle très important au niveau des Émirats Arabes Unis. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des Émirats Arabes Unis, c'est une fédération, donc il y a plusieurs Émirats, on va dire, fédérés au sein de cette fédération, notamment Dubaï et Abu Dhabi, et le City Football Group participe à cette stratégie de faire en sorte que Abu Dhabi soit l'Émirat qui, l'influence pour influencer, qui est l'influence
d'influence pour avoir plus de poids au niveau de la fédération des Émirats Arabes Unis. Et donc le Sheikh Mansour étant membre royal de la famille d'Abu Dhabi, le City Football Group joue un rôle dans cette dualité entre Dubaï et Abu Dhabi. Et c'est vrai que Abu Dhabi cherche à être entre guillemets l'émirat moteur, et aussi à être la place forte du sport et du football au niveau du golfe Persique. Notamment, on sait qu'en 2018, il y a eu l'Olympic Sport Innovations Lab qui a été mis en place, notamment pour faire en sorte, à Abu Dhabi même, pour faire en sorte que les Émirats Arabes Unis deviennent une place forte au niveau international. Ensuite, il est vrai que du coup, de par son poids économique, comme on l'a dit, le City Football Group joue un rôle dans les relations internationales au niveau des Émirats Arabes Unis. Notamment, on pense au cas de 2015 où il y avait le président chinois Xi Jinping qui était venu au stade de Manchester City et qui s'était pris en selfie avec Agüero. Et donc ensuite il y a eu ce qui a permis ensuite au City Football Group d'investir en Chine et donc de récupérer des parts dans un club chinois. Et ensuite ça a permis d'avoir une ouverture des relations internationales entre les Émirats Arabes Unis et la Chine. Donc on voit que le City Football Group participe aussi d'une certaine manière aux relations des Émirats Arabes Unis. Mais il est vrai que comparé au Paris Saint-Germain, le City Football Group ça reste avant tout un projet lié à cette image de marque du City Football Group plus qu'aux Émirats Arabes Unis, même si de par son poids économique, comme on a pu le dire, il y prend toute sa part. Donc, Manchester City, Paris Saint-Germain, est-ce que c'est un duel footballistique ou un duel politique ? Moi, j'opterais plus pour la première option, parce que duel politique, c'est quand même compliqué à le concevoir. Hein. Le Qatar et les Émirats Arabes Unis sont certes des États rivaux, mais la rivalité s'opère plus dans cette région-là, entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Hein. Il y a quand même des liens entre les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Et puis, voir un duel politique entre le PSG et Manchester City, ce serait un petit peu, voir qu'il y a un peu trop d'implication étatique dans ces deux clubs-là. Hein. Ces deux clubs sont certes utilisés encore plus pour le PSG comme un rôle d'ambassadeur du pays à l'international, mais dans très peu de cas, ces clubs ont pu servir d'instrument pour favoriser une situation plus régionale, plus propre au golfe Persique. Donc effectivement, on peut y avoir une idée de match, de duel politique entre Émirats Arabes Unis et Qatar, qui sont les nouveaux grands acteurs du football avec leurs deux champions que sont le PSG et Manchester City. Mais bon, déjà sur le terrain, ça ne se verra pas trop parce que tous les joueurs, il n'y a pas de joueurs émiratis ou qataris dans les effectifs. Puis enfin, l'intérêt pour les deux clubs et pour les dirigeants des deux clubs, c'est surtout de remporter la Ligue des Champions. Donc il n'y aura pas de duel derrière tout ça. Et puis effectivement, l'idée avec le football, surtout pour le Qatar plus que pour les Émirats Arabes Unis, parce que le City Football Group et Manchester City sont quand même très liés au Sheikh Mansour, c'est vraiment d'avoir une image positive par rapport au football, et donc créer entre guillemets un genre de guerre du football pour ce match-là, ça n'aurait aucun intérêt pour les deux investisseurs majeurs de ces deux clubs. Pour conclure, avec l'actualité récente de la Super League, notre projet s'est très vite terminé. On pourra avoir aussi un duel intéressant sur cette question-là parce que on va avoir un duel entre le PSG qui est le club qui a dit non à la Super League et Manchester City qui est le club qui a dit oui à la Super League et qui a été le premier à entre guillemets abandonner ce projet-là, puisqu'il y avait une pression quand même assez importante au niveau des fans, au niveau des médias et au niveau des joueurs eux-mêmes. Donc ce duel-là pourrait être intéressant à voir sur ce biais-là parce que effectivement peut-être que les joueurs vont être amenés aussi à imprimer peut-être certains messages, certaines déclarations, même si on a vu quand même que les joueurs de Manchester City ont réagi finalement contre ce projet de Super League. Bon, après effectivement la déclaration officielle du club, mais bon après on peut aussi entre guillemets un peu les comprendre. Ça reste des footballeurs, ça reste avant tout des salariés de leur club, et donc ça pourrait être intéressant en tout cas de voir un petit peu les prises de position autour de cette question-là. Et puis j'espère qu'on va assister à un très beau match de football qui porteront haut les valeurs de ce sport qu'on aime tant, même si il faut pas se leurrer, du fait du calendrier surchargé, et même si c'est une demi-finale de Ligue des Champions, on sera de plus en plus amené à avoir entre guillemets des confrontations entre gros clubs qui perdront un petit peu moins d'intensité du fait de l'accumulation du calendrier. Donc ça c'est une question qu'il faudra effectivement se poser à l'avenir. Est-ce que on veut effectivement plus de grandes affiches, mais entre guillemets à quel prix? Peut-être qu'il faut une certaine rareté dans ces matchs et aussi amener les joueurs dans les meilleures conditions pour avoir des matchs de qualité, pour que ça soit agréable à la fois pour les joueurs et aussi pour les fans de football.